Bonjour messieurs, nous nous retrouvons pour travailler de nouveau sur le glossaire. Glossaire, aujourd'hui nous allons aborder le mot populisme. Populisme, un mot très employé, notamment dans les médias. Donc, alors pas forcément d'ailleurs dans les constitutions, hein, par exemple, on passe ce mot dans notre constitution, dans notre glossaire, c'est un mot que nous n'utilisons pas. Mais il est dans le débat public et il a été sélectionné, en tout cas, pour être étudié par le CRC. Une première définition, j'en ai 4, à vrai dire, de définitions. Définition 1. Insulte au sens flou, permettant l'étiquetage d'un opposant afin de le disqualifier dans le débat public. Bon, là, on verra que l'usage de ce mot est évidemment fréquent dans les médias du système particulier. Définition 2. Là qu'on va rencontrer plus dans des gens qui sont actifs politiquement, dans les mouvances de la résistance d'ailleurs, bien souvent. Croyance que le peuple forme un tout homogène, le rendant apte à s'engager dans une voie politique unique. Je pense un certain nombre de personnes qui ont vraiment cette vision, qui pensent que le peuple a une voix, et une voix unique. On a eu des occurrences de cela, et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à la définition numéro 3. Qualification d'une personnalité politique utilisant une rhétorique simplifiée à l'extrême, flatteuse, ambiguë et variable selon l'auditoire, afin de plaire au plus grand nombre. Là, je mets comme synonyme ou quasi-synonyme le terme démagogue. Ils sont de différents types, on pourrait citer peut-être Mussolini, mais on peut aussi citer Chirac ou François Hollande dans cette catégorie de personnalité politique. Dernière définition qui me va le mieux, je dirais. Hein. Bon, ces 4 définitions existent, je pense, dans le vocabulaire, dans l'usage, au moins. Option politique, faisant du peuple le détenteur du pouvoir suprême, et ainsi le juge ultime en matière publique. Et un quasi-synonyme ou synonyme serait démocratie, c'est-à-dire pouvoir du peuple. Un antonyme, je dirais, général du terme populisme, c'est le terme élitisme. Populisme, c'est la voix du plus grand nombre, de tous. Élitisme, c'est la voix d'une élite, d'une oligarchie. Voilà, messieurs, pour ma définition. Qui veut prendre la suite? Enfin, mes définitions. Oui, ben, je veux bien. Alors, populisme. Alors, moi, je vais m'attacher à voir d'une part ce qu'il faut entendre par populisme, donc donner ma définition et l'expliciter, et puis y opposer l'acception qui me paraît la plus répandue actuellement. Et évidemment, ces 2 définitions sont extrêmement différentes. Et je commencerai, comme d'habitude, à regarder et vous dire ce qui est écrit dans le dictionnaire Larousse. Larousse dit le populisme, idéologie politique de certains mouvements de libération nationale visant à libérer le peuple sans recourir à la lutte des classes. Alors, bon, moi je comprends pas cette définition, enfin je la comprends, mais je la considère comme étant pas du tout adaptée, ni à l'exception la plus répandue du populisme, on va en parler, ni à celle que je pense être étymologiquement celle qui convient.
Et je trouve que cette définition de Larousse est parmi les plus symptomatiques de l'incapacité des dictionnaires serviteurs de la pensée unique à restituer ne serait-ce qu'une ébauche du sens profond de certains termes sensibles. Voilà. Parce que populisme, c'est un terme extrêmement sensible, et donc en mettant cette définition très, je dirais éloignée du centre du problème, Larousse, quelque part, à mon avis, botte en touche. Alors, l'interprétation la plus généralement adoptée par le sens commun, c'est-à-dire celle que en fait impose le pouvoir oligocratique, celle qu'il a réussi à imposer, en fait c'est une arme, hein, c'est une arme ultime que va utiliser le pouvoir oligocratique contre le peuple. Le populisme est une arme du pouvoir oligocratique contre le peuple. Arme qu'il va utiliser, lorsque tous les autres moyens d'oppression se seront révélés insuffisants, il sort le populisme. Et ça lui permet notamment d'attaquer les tenants de la vraie démocratie en les accusant de populisme. Au prétexte que ceci voudrait donner au peuple tout le pouvoir, et sous-entendu, ou même pas sous-entendu, mais en l'annonçant, en le démontant, que si on donne au peuple tout le pouvoir, ce pouvoir total ne pourrait aller que contre l'intérêt général. Alors, on voit d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une critique sur des référendums, on l'a vu par exemple à partir du Brexit, eh bien l'oligocratie nous dit, vous voyez ce qui se passe quand on donne la parole au peuple, on a des résultats qui vont contre l'intérêt général. Bon. Je rappelle ça à propos du référendum sur le Brexit parce que plusieurs ministres français ont donné cette interprétation. Et cet intérêt général qui, selon les représentants de l'oligocratie, n'est pas une somme d'intérêts particuliers, donc d'intérêts populaires, mais qui est le résultat exclusif de leur cogitation élitaire. Je pense que nous avons déjà parlé de l'intérêt général. Alors, ce raisonnement, à plusieurs étages, alambiqué, ce raisonnement constitue pour le pouvoir oligocratique une vérité autoproclamée qui réduit le populisme à l'état de déchet idéologique plus ou moins nauséabond. Alors, moi j'ai une définition du populisme, c'est la suivante, elle est très courte. Le populisme est un mode de pensée et d'action, action-réflexion, réflexion-action, visant à placer en premier les intérêts du peuple. Alors, quelques commentaires sur cette définition. Au-delà de l'utilisation du populisme au sens oligocratique par les oligocrates eux-mêmes, dans le cadre de leur lutte intestine, leur lutte entre loups, alors, exemple, l'ancien président américain Barack Obama, mettant en garde le monde entier contre le supposé populisme de son successeur Trump, moi, à mon petit niveau, je suis souvent interpellé sur le caractère jugé trop populiste d'un programme que je soutiens, qui s'appelle le programme pour une société de la précroissance. Donc, c'est un débat que je connais bien. Et donc, j'ai remarqué, constaté et vérifié plusieurs reprises que cette connotation péjorative qui s'est installée dans l'esprit commun, qui a été installée par la puissance médiatique des oligocrates, n'est pas conforme à la vraie signification du terme populiste, populiste, qui désigne tout simplement, effectivement, un mode de pensée et d'action qui vise à passer en premier les intérêts du peuple. Et on pourra constater que cette définition que je propose, elle est plus concise, elle est plus claire, et elle est plus proche de l'étymologie du mot. Et puis, on constatera aussi qu'elle est plutôt porteuse d'humanisme et de sens collectif que d'ostracisme communautaire, auquel donc l'acception oligocratique attache la signification populiste. Et encore plus loin, il me semble que cette définition,
Cette définition me semble être validée par la Constitution de 58 elle-même, qui parle abondamment du peuple, qui énonce d'ailleurs dès l'article 2 qu'elle est régie par un principe supérieur, celui du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 2 de la Constitution française. Il semblerait donc bien que la Constitution actuelle soit franchement populiste et que la définition du coup que je propose soit bien conforme à son esprit. Mais nous en sommes habitués à ces éternels détournements de pensée perpétrés par les tenants de l'oligocratie, les héros de l'oligocratie, dont d'ailleurs ce glossaire s'efforce de démasquer les manœuvres sémantiques. Alors, pourtant, la transformation d'un simple mot, un substantif, en concept, par l'adjonction du suffixe isme, n'est pas généralement, systématiquement, consubstantielle de péjorativisation. Par exemple, social en socialisme, capital en capitalisme, anarchie en anarchisme, chrétien en christianisme. Bon, il n'y a pas de péjorativisation dans le fait d'ajouter isme. Mais là, avec populisme, oui. Et peuple, c'est très bien, c'est formidable, hein, puisque c'est la Constitution de 58, mais si on met isme, ça devient péjoratif. Et donc, populisme, de ce fait, constitue une exception dans... Alors, pourquoi? Moi, il me semble que dans la mesure où l'oligocratie a voulu faire en sorte que ce concept soit artificiellement créé pour venir contrebalancer, en fait, un principe constitutionnel déplaisant pour elle, mais dont la force historique ne lui permettait malheureusement pas de se débarrasser. Il ne peut pas quand même rayer le gouvernement du peuple par le peuple. Voilà. Bon. Mais donc cet ajout de isme et cette péjorativisation du suffixe isme a été obtenu, bien que ce soit une exception, en quelque sorte grammaticale. Donc, moi, il me paraît clairement que le concept de populisme a été fabriqué de toutes pièces par le système élitaire pour pouvoir lutter, chaque fois que ça serait nécessaire, contre les intérêts du peuple. Donc, on a créé le populisme pour lutter contre les intérêts du peuple. C'est-à-dire chaque fois que ces intérêts du peuple seraient mis en avant dans un esprit que lui, pouvoir oligocratique, jugerait trop conforme à la Constitution. Attention, on revient sur l'abus de droit, hein, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, dans la Constitution, c'est écrit gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, mais bon, il ne faut pas trop en abuser. Bon, si vous en abusez, vous faites de l'abus de droit, et donc ça devient du populisme. Ce paradoxe incroyable, eh bien, toutefois, il n'est pas ressenti comme tel par l'esprit commun. Parce que l'esprit commun, il a été formaté par la propagande oligocratique, et que l'esprit commun considère que l'expression d'un vœu populaire qui n'aurait pas été contrôlé par les élites, ce vœu populaire non contrôlé est forcément attaché de suspicion. On a réussi à faire croire ça. Enfin, pour terminer, si on se réfère aux événements historiques qui ont permis, si on regarde les événements historiques qui ont permis au système représentatif d'usurper le pouvoir en 1789, on pourrait compléter cette analyse en disant que le concept naissant de populisme a déjà largement plané sur cette usurpation en 1789 en servant de repoussoir face à l'option démocratique qui poussait derrière en fait la domination girondine. Et c'est ainsi que CIS... Je me doutais que tu allais nous parler de Joseph Emmanuel. C'est ainsi que notre ami CIS, fondateur de la démocratie représentative, déclarait à cette époque: nous ne pouvons pas donner le pouvoir au peuple parce que le peuple n'est pas assez instruit, parce que le peuple n'a pas assez de temps libre. Il aurait fort bien pu ajouter, il aurait dû le faire, parce que, mes chers amis, ce serait faire du populisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Bon, bah, tu n'as pas été trop long, c'est bien. Jean-Charles. Bonjour. Bien, bah écoutez, populisme, je vais un petit peu improviser.
Alors, donc, populisme, il y a deux acceptions dans un premier temps, en dehors de décliner le terme populiste comme l'a fait Luc à travers les personnes qui hériteraient donc de la doctrine, de l'idéologie décrite dans le populisme. Je vais me limiter aux deux définitions, la péjorative et celle qu'on pourrait essayer de trouver étant plus positive, comme l'a fait Christian, d'ailleurs qui s'en approche. Donc oui, populisme, donc c'est un terme qui est majoritairement actuellement utilisé par les politiques, comme l'a décrit Christian et comme l'a décrit Luc aussi, de façon péjorative. À cette occasion, je voudrais justement, et c'est bien, j'interviens en dernier, rebondir sur la déclinaison justement du isme décrit par Christian. Les exemples que Christian a donnés, l'adjectif de peuple, c'est populaire. Donc, si on fait le jeu de l'ego qu'on pourrait, qu'on peut donc mettre sur le mot social, socialisme, etc., ça se décline. Donc, le isme se met derrière un adjectif plutôt que d'un substantif. Donc, on devrait avoir popularisme, puisque le peuple, son adjectif, c'est populaire. Donc, on pourrait avoir le popularisme. Et là, à ce moment-là, le popularisme, d'ailleurs, Luc, j'ai l'impression qu'il regarde si ça existe, je sais pas, sur son clavier. Donc, peut-être aurait-on donc quelque chose de plus positif si ça avait été utilisé, enfin, dans l'acception popularisme. Mais si populisme fait, et j'ajoute un argument à Christian, si populisme s'il a été choisi de faire populisme plutôt que popularisme, c'est que populisme, ça rappelle populace. Et en fait, c'est le jeu de l'ego péjoratif se passe peuple, populace, populisme. C'est comme ça que, enfin, on peut l'entendre, voilà, plutôt que peuple, populaire, popularisme. Bon, voilà. Bon, ça c'est une petite. Ça a quand même sans doute son importance au niveau de la sémantique et enfin de l'application sémantique inconsciente qu'on peut avoir dans les esprits. Donc oui, alors, j'ai bien vérifié, popularisme existe. C'est vrai, vas-y. Oui, oui. Ah bah alors, là, tu es sur le CNRTL, donc la définition est très, très longue, en fait. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, je peux dire qui appartient au peuple, du peuple qui le caractérise, qui est répandu parmi le. D'accord. D'accord, ben, j'ai même pas regardé, c'est au cours de ce que disait Christian qu'il m'est venu cette idée de popularisme. D'accord. Et gouvernement populaire. Voilà. Bon. On pourrait faire l'application de ces propositions sur une constitution. Voilà. D'accord. Bon, alors donc définition péjorative, bon, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. On sait bien ce que veulent dire justement, c'est décrédibiliser, déprécier tout ce qui vient du peuple, et donc c'est une expression lorsqu'on utilise populisme comme c'est utilisé actuellement, c'est un dédain de l'élite, c'est un rejet de classe. Et ce qui me paraît bizarre, c'est que le Larousse explique que, je reprends la définition du Larousse que Christian a relevée, idéologie politique de certains mouvements de libération nationale visant à libérer le peuple sans recours à la lutte des classes. C'est assez extraordinaire de définir, de vouloir définir quelque chose avec des éléments de ce qu'il est censé rejeter. C'est-à-dire que à partir du moment on peut pas parler de peuple en excluant la lutte des classes. C'est assez bizarre. Et par contre, sur Wikipédia, l'article commence par le mot populiste désigne une approche politique qui a tendance à opposer le peuple aux élites économiques ou médiatiques. Donc voilà, il y a suivant les lexiques, les propositions des lexiques, on a soit un procédé qui court-circuiterait la lutte des classes et un autre dont la lutte des classes serait le terreau total du populisme, enfin de ce terme-là.
Donc voilà, on est dans ce paradoxe des définitions, mais à partir du moment où il s'agit de dire du mal, on n'a pas besoin peut-être d'être vraiment très rigoureux, et on utilise le mot de cette façon à l'envi. Moi, j'avais dans l'esprit quelque chose approchant ce que dit Christian, et puis enfin bon, ce qu'on a dit. Donc c'est une doctrine dont la grille de lecture et l'intérêt public et l'opinion publique, et consécutivement, c'est aussi donc, et en même temps, une posture publique qui priorise l'intérêt public et l'opinion publique. Donc, c'est là la vision, on va dire, positive que j'imprimerais autour de populisme. Mais quand on se souvient de ce qu'on a pu dire du bien commun, de l'intérêt général, quasiment, Christian et moi, on avait terminé la session de glossaire sur bien commun et l'intérêt général en interdisant, en ayant la volonté d'interdire, d'exprimer et de parler d'intérêt général. Donc, à la limite, pour nous, et si on veut être cohérent, le populisme, c'est une doctrine, une posture politique qui utilise une grille de lecture et une priorisation de quelque chose qu'on rejette au niveau de, enfin, on rejette non pas dans son existence, mais on le rejette dans le fait de faire valoir l'intérêt général, qui est on avait vu une sorte de grande hypocrisie. Donc voilà, donc là justement, à l'intérieur justement de cette hypocrisie qu'on mettrait en avant et qu'on utiliserait pour justifier une posture populiste, on rejoint un peu cette suspicion de démagogie. Donc en fait, la démagogie, elle est à la fois dans ceux qui débinent le peuple en utilisant le mot populiste, en voulant parler de démagogie à l'endroit de quelqu'un qui serait populiste, mais les populistes eux-mêmes, ceux qui veulent simplement défendre l'intérêt public et l'opinion publique, seraient donc des démagogues aussi, puisqu'ils utilisent un terme hypocritement large, flou, qui pourrait un terme valise dans lequel on peut mettre n'importe quel argument, autant que ça aille dans le sens de celui qui l'utilise. Donc, dans les deux cas, on a affaire à des démagogues. Démagogues, ceux qui débinent le peuple à travers le terme populiste, et démagogues, ceux qui utilisent cette posture politique pour faire avancer justement leur notion d'intérêt général. Donc, et là, on rejoint justement cette définition assez étrange, assez étrange. Voilà, de Luc qui parle du peuple détenteur du pouvoir suprême, mais ce n'est qu'une définition. Il n'a pas dit qu'il était adepte de cette posture politique. Alors donc peuple détenteur de pouvoir suprême, oui, c'est une façon, puisque l'intérêt général, le bien commun, c'est le mot valise dans lequel on met n'importe quelle notion, n'importe quel raisonnement pour faire valoir que j'ai raison, machin, je veux que ça passe de cette façon-là parce que c'est dans l'intérêt général, je veux avancer parce que c'est dans le bien commun, etc., sans définir ce mot valise. Donc oui, effectivement, à travers ça, on a un peuple détenteur du pouvoir suprême, si quand bien même la grille de lecture serait le populisme. Donc oui, on a une sorte d'idéologie qui peut devenir délétère. Je relève enfin une chose qui me turlupine, je ne sais pas si je vais réussir à l'exprimer correctement, c'est que l'élite utilise, en fait, à travers le mot populisme, lorsqu'elle l'utilise pour débiner les gens du peuple, utilise un flou. Un flou, justement, intérêt public, le flou de l'opinion,
elle met dans peuple, elle attribue au peuple cette espèce d'immense flou, oui, effectivement, qui est l'intérêt public, l'opinion publique, la volonté du peuple, c'est-à-dire le marais, le marais de la masse qui informe, qui n'arrive pas à se déterminer, puisque en fait c'est un énorme flou, l'intérêt général n'est pas définissable, l'opinion publique n'est pas définissable, et pour autant l'élite n'est pas avare d'invoquer l'intérêt public et l'opinion publique pour pouvoir avancer ses pions face au peuple. Donc là, on se retrouve sur une vision un peu marxiste, mais c'est quand même, on ne peut pas, de lutte des classes, etc., on ne peut pas dénier que le mot populiste est utilisé majoritairement pour débiner une classe face à une autre. Donc l'autre, c'est l'élite, l'oligarchie, etc. Mais ce faisant, en utilisant ce flou, l'élite et ceux qui l'entendent et qui comprennent le mot populisme, qui peuvent être aussi du peuple, utilisent un flou qui est attaché à la problématique même de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, bon, certains critiquent en disant que c'est la dictature de la majorité, et CIS s'en gargariserait de cette expression, si quand bien même elle ne serait pas de lui-même. Donc, il y a un paradoxe dans le mot populisme, c'est-à-dire que ceux qui l'utilisent, soit qu'ils le prennent à leur compte, ou soit qui l'utilisent pour débiner, s'appuient sur une espèce de implicitement sur le flou que représente la décision démocratique, l'opinion publique. Et là, il s'agirait donc de savoir où quelle est l'opinion publique. Après, on peut décliner et donc l'opinion publique, c'est soit l'opinion qui est établie et procurée, projetée par les filtres médiatiques, officiels, etc. Ensuite, on a une espèce d'opinion publique qui celle des bistrots ou des réseaux sociaux. Et puis ensuite, on a l'opinion publique qui est celle peut-être identifiée par des universitaires qui font de larges sondages et qui arriveraient de façon honnête à essayer d'extraire une opinion. Enfin voilà, il y a vraiment une problématique sur le populisme et ce paradoxe qu'il y a, ce flou qu'on utilise pour à la fois débiner les uns ou valoriser les autres. Voilà, j'en ai terminé de mon petit tour autour de ce mot populisme. Merci beaucoup à tous les deux. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Juste peut-être un élément sur la définition du Larousse. Je pense, enfin, j'en ai un petit peu parlé quand même à un moment donné, enfin pas de façon directe, mais dans la définition 2, où je disais croyance que le peuple forme un tout homogène, le rendant apte à s'engager dans une voie politique unique. Effectivement, il y a là effectivement une négation que j'exprime pas, mais une négation de la lutte de classe. C'est-à-dire qu'il y a une croyance, et j'ai des exemples de collègues en tête qui ont vraiment cette idéologie, qui pensent que le peuple a une voix, peut avoir une voix, et qui nie cette dimension lutte de classe. Et ça, je pense quand même que c'est un marqueur de cette définition 2, au moins en tout cas, cette deuxième définition, et qui est effectivement trompeuse, et qui peut justifier toutes, je dirais, des approches qui, je pense, délétères, parce que non réelles, justement, parce qu'elles sont dans la collaboration de classe, en définitive. Et au fond, toutes ces tentatives des fascismes de Mussolini, notamment, qui l'a théorisé, c'est justement de dire il faut faire une grande, il y a une seule masse, une seule création, dont je suis la voix. Je suis la voix du peuple. Et si on regarde les gens de ce qu'on appelle la troisième voie, qui au fond, ou ce que moi j'appelle la troisième voie plus, ils sont aussi un petit peu là-dedans. Quand De Gaulle parle, il parle au nom de la France. Oui, il s'identifie
à la France, et en ce sens, et c'est pas pour rien, du coup, qu'il y a cette définition à l'article 2 de la Constitution, hein, qui a été taillée pour De Gaulle. Je pense qu'elle est en éducation, et elle est dans cette idée. Alors lui, il ne niait sans doute pas la lutte de classe, il ne pouvait pas trop, vu son histoire, mais il essayait d'instaurer une sorte de collaboration de classe, notamment par son système participatif. Donc je crois que, effectivement, dans le populisme, tout moins dans cette acception de, moi j'appelle ma définition 2, il y a cette notion quand même de négation de lutte de classe, et que je crois effectivement dangereuse quand même, parce qu'elle nous induit en erreur et peut amener à un autoritarisme assez important. Ça, c'est la première remarque qui me semble la plus importante à souligner. Alors, le deuxième, c'est le paradoxe, effectivement, qu'a relevé Jean-Charles. Effectivement, vous stigmatisez l'intérêt général, mais vous utilisez le terme, donc c'est vrai que c'est assez amusant. Christian. Oui. Oui, je voudrais revenir aussi sur cette définition du Larousse, hein, qui dit que le populisme, d'après lui, c'est une idéologie politique, bon, on ne voit pas, de certains mouvements de libération nationale, alors lesquels, visant à libérer le peuple. Bon, libérer le peuple, ça veut dire que ces mouvements de libération, ils disent, nous voulons libérer le peuple, hein, apparemment, ça fait appel. Cette phrase me semble vouloir dire que certains mouvements de libération nationale disent nous allons libérer le peuple, mais nous n'allons pas recourir à la lutte des classes. Alors, mais de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il peut nous citer, est-ce qu'il nous cite des exemples qui, dans l'histoire, alors, on va laisser de côté peut-être des micro-mouvements dans des micro-sociétés, bon, mais au niveau de l'histoire mondiale, hein, quelle idéologie politique peut s'appliquer à la définition du Larousse? Alors, intéressant, parce qu'il ne donne pas d'exemple. C'est quand même assez incroyable. Bon, alors, Spartacus. Alors, non mais, enfin bon, il donne pas d'exemple. Mouvement de libération nationale. Mouvement de libération nationale. Bon, mais, à quoi fait allusion, hein? Bon, alors si on veut extrapoler, si on veut être bienveillant avec le Larousse, on va dire libérer le peuple sans lutte des classes. Bon, le nazisme, il dit je vais libérer le peuple, hein? Et vous êtes asservis par les juifs, par le capitalisme juif, je vais vous libérer, mais je ne suis pas marxiste. Bon, donc le populisme, c'est le nazisme, c'est ça que veut dire, ça que veut dire Larousse. Bon, donc, moi, cette définition du Larousse est profondément nauséabonde. En tout cas, si on creuse et qu'on essaie de trouver des exemples, alors il ne nous en donne pas, mais on va trouver que des mouvements finalement fascistes et autoritaires qui répondent à peu près à cette définition. Bon, ça n'a aucun sens. Alors, ceci étant dit, et on ne va pas s'y attarder trop, parce que Larousse peut sortir sa bulle, bon, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Alors, ce qui me paraît le plus important dans toutes ces affaires, c'est la nécessité urgente de réhabiliter le mot populisme. Il y a des choses qu'il faut réhabiliter en politique. Il y a Maximilien Robespierre, donc ça sera pour plus tard. Et puis, il faut réhabiliter le populisme. Voilà. Il y a une entreprise, il me semble que tout ce qu'on vient de dire fait le lit, hein, de ce chantier importantissime qui est la réhabilitation du populisme. Voilà. Parce qu'après tout, le populisme, si on regarde bien, nous sommes a priori accordés tous les trois pour le dire, il est vécu comme un danger très important pour le système de la démocratie représentative. Et toute cette entreprise de
péjorativisation, de calomnie, donc en fait d'exclure, de dire que c'est un mot qui vraiment ne peut pas être prononcé. Dès qu'on ne peut plus, c'est le diable, comme Robespierre, c'est le diable. Voilà. Bon. Donc, en fait, plus on stigmatise un mot, ou un homme, ou une pensée, plus il faut s'y intéresser, parce que ça veut dire, en fait, qu'elle est l'ennemi numéro un. C'est l'ennemi numéro un du système. Voilà. Et alors, si c'est l'ennemi numéro un du système, pourquoi? Bon, c'est que, sans doute, derrière le mot populisme, il y a l'idée, il y a l'ébauche d'un autre système. Aujourd'hui, on a un système qu'on nous explique bien, démocratie représentative, c'est formidable. Voilà, le peuple est représenté par ses représentants, et c'est le système. Et puis, il y a quelque chose d'absolument horrible, hein, qui s'appelle le populisme, qui est une idéologie, hein, voilà, diabolique. Et en fait, ça veut dire qu'elle ébauche un autre système. Mais quel autre système, s'il vous plaît? Là, on ne dit pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que le populisme est aussi repoussant? Parce qu'il fait appel à quel autre système? Lequel? L'anarchie. Ah. Alors, ce n'est pas dit, mais c'est sous-jacent. Ça veut dire que le populisme, c'est l'anarchie. Bon. Et alors, c'est pas nouveau. Parce qu'on a retrouvé ça dans les luttes intestines, enfin les luttes, disons, acerbes des 4 premières années, les 5 premières années de la Révolution française, hein, où on stigmatisait aussi les gens qui étaient trop Hébert, il passait à guillotine pour ça. Bon, et puis les sections, hein, malgré la sympathie de Robespierre pour les sections, on les a quand même alors, coupé les moyens d'action parce que c'était trop populaire. Hein. Et donc on peut relire, hein, donc les interventions, les joutes oratoires de la Convention. On avait anarchie. Voilà, les sections, c'est l'anarchie. Et les hébertistes, c'est l'anarchie. Donc, le peuple au pouvoir, c'est l'anarchie. Mais aussi, voilà l'équation. Le peuple au pouvoir, c'est l'anarchie. Alors, il n'avait pas dit ça. Hein. Il a dit, bon, on ne peut pas le mettre à ce qu'il va. Mais si le peuple est au pouvoir, c'est plus que, disons, des ânes battés qui sont au pouvoir, ce sont des gens qui installent l'anarchie. Voilà. Bon. Alors, l'anarchie, elle a été théorisée, hein, par des gens comme Proudhon, tout ça. C'est tout respectable. Donc, du coup, l'opprobre qui est porté sur le populisme, elle est porté sur l'anarchisme. L'anarchisme qui est, disons, d'un point de vue philosophique, la philosophie politique, une idéologie extrêmement humaniste, etc., etc. Donc, voilà ce que ça emporte finalement, dans le sous-jacent du populisme, c'est, disons, une destruction, une éradication du paysage politique de l'idée même de l'anarchisme. J'aimerais intervenir. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à suivre Christian dans son ambition de réhabilitation du mot populisme. Et on a tous envie, quand même, malgré tout, de résister à cette péjoration initiale et à bien y réfléchir, à explorer les sens, etc. On se retrouve quand même devant pas mal de problématiques, de flou, comme j'ai dit, de paradoxes, etc. Et puis d'intentions cachées, comme tu viens de le décrire, Christian, et c'est tout à fait vrai. Mais il y a quelque chose, et il reste quand même un point difficile dans ce chantier, c'est que de toute façon, dans toutes les discussions, même nous-mêmes, nous tombons dans ce biais-là, et le biais des amis dont Luc nous a parlé, c'est-à-dire qu'il y a une essentialisation du peuple dans la bouche des uns et des autres, alors que le peuple, on a
on a l'impression que c'est une unicité, quelque chose de monolithique, de bien défini, etc., dans le discours de ceux qui mettent le peuple en avant et ceux qui le péjorent en parlant de populisme, mettre ces personnes devant le paradoxe, le flou, l'imprécision des gens qui s'en revendiquent du peuple. Le peuple, c'est quoi, c'est qui, etc. C'est toujours cette problématique. Donc, cette essentialisation œuvre d'une certaine façon à saper la bonne intention qu'on peut attribuer au terme populisme utilisé dans le sens que tu ambitionnes, Christian. Donc, dans le chantier qui serait de réhabiliter le populisme, il y a justement quelque chose qui plaide, qui va à l'encontre de ce chantier, c'est cette essentialisation du peuple, du mot peuple, qui met les bonnes intentions en difficulté. Oui, oui, Jean-Charles, oui, Da, j'approuve totalement ce que tu viens de dire à l'instant, et c'est ce qui donne des armes au système, tout à fait, pour mettre ces gens devant les contradictions. Et donc, qui fait que cette mauvaise interprétation, je dirais, du populisme, par des gens qui sont dans nos rangs, je dirais, fait que ça donne des bâtons pour se faire battre, en clair. Donc là, oui, effectivement, c'est un vrai écueil qu'il faut. Donc, c'est pour ça que moi, sur la définition 4, peut-être, c'est évidemment celle qui va le mieux, c'est clair. Les autres existent parce qu'elles existent dans les usages. Mais rappelle la définition 4. Alors, je vais représenter l'écran rapidement. Donc, c'est une option politique faisant du peuple le détenteur du pouvoir suprême et ainsi le juge ultime en matière publique. Donc, c'est quelque part un synonyme de démocratie, à mon sens. C'est la définition, évidemment, qui me va le mieux, c'est clair. Bon, qui est proche de celle de Christian, mais voilà, je dirais, c'est d'exprimer de façon assez différente, mais bon, je pense que sur le fond, ça se rejoint. Ceci étant dit, ah oui, alors, par contre, je voudrais revenir sur ce que dit Christian. Sur ce que dit Christian, l'ébauche d'un système, il faut réhabiliter ce mot, oui, moi je suis complètement d'accord, mais on a cette difficulté, je pense, qui est quand même difficile, qui va être difficile à. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener le combat, mais il y a effectivement cette difficulté que Jean-Charles et que je souligne à l'instant. Ébauche d'un autre système qui serait l'ennemi numéro 1 et tu identifies, toi, l'anarchie. Personnellement, je ne crois pas que ça soit l'anarchie. L'anarchie ne leur pose pas de problème. En tout cas, l'anarchisme, puisque, en définitive, il recycle très facilement les anarchistes comme des gens qui, en définitive, par leur refus d'organisation, en fait, ne sont pas dangereux. Ils peuvent être utilisés dans le système, voire exploités contre d'autres personnes. L'exemple typique, c'est Michel Onfray, qui a été utilisé parce qu'il était anarchiste et anticommuniste, qui a été utilisé pendant des années, notamment sur France Culture, etc., pour attaquer les communistes. Bon, là, il est tourné un petit peu souverainiste, donc là, ils l'ont un petit peu cassé, mais il sert encore le système. Mais les anarchistes, de manière générale, bon, on l'a vu par ailleurs, enfin, comme on ne risque pas d'organiser quoi que ce soit pour mettre en l'air le système, il peut dormir sur ses deux oreilles. Alors, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit, parce que tu as parlé de l'anarchie et non pas des anarchistes ou de l'anarchisme. Mais moi, je pense que l'autre système dont ils ont réellement peur, qui les tétanise réellement, c'est que le peuple s'unisse, justement. C'est-à-dire les couches populaires, les classes populaires. Et c'est vraiment ça, moi, je crois, dans le mouvement des Gilets jaunes, qui leur a fait très peur. C'est-à-dire que, et c'est ce qui leur fait peur quand il y a les agriculteurs ou la petite bourgeoisie qui s'allient justement avec les autres classes populaires du salariat, parce que là, eux, ils se retrouvent tout seuls. Ils sont une tête d'épingle et ils sont très peu nombreux. Et moi, je crois que c'est ça qui leur fait très, très peur.
beaucoup plus que l'anarchie ou l'anarchisme. Christian? Tu peux enlever ton panneau Excusez-moi, j'étais en train de... Alors, du mal à faire deux choses en même temps. La réhabilitation de l'anarchisme qui se heurte à une difficulté, qui se heurte à une difficulté, oui, mais pas forcément. Pas de l'anarchisme, du populisme. Du populisme, excusez-moi. La réhabilitation du populisme se heurte à des difficultés, et Jean-Charles nous parle de l'essentialisation du peuple, et que c'est un problème. Et puis, Luc, je reviens sur ta définition numéro 2. Croyance que le peuple forme un tout homogène, le rendant apte à s'engager dans une voie politique unique. Et là, on retrouve aussi l'idée que, attention, ce peuple, c'est un truc unique. Là, c'est quelque chose d'homogène, hein, qui a une voix à lui. Et donc, du coup, on va avoir du mal on va avoir du mal à réhabiliter le populisme, effectivement, si on est d'accord avec la croyance numéro 2, qui est fausse, à mon avis. Parce que qu'est-ce que c'est que le peuple? Le peuple, c'est rien d'autre qu'une notion arithmétique, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas d'homogénéité, par définition. Voilà. Pour moi, voilà. Alors, si on veut définir le peuple, le peuple, c'est une somme arithmétique d'individus qui vivent dans un espace. C'est ça, le peuple. Donc, il n'y a pas... Pour être rigoureux, c'est population qui correspond à cette... Exactement. Voilà. Le peuple, on a déjà défini par ailleurs, on a déjà travaillé dessus. C'est le peuple, justement, et j'avais déjà dit ça. Ah non, c'est pas la même chose. Mais bon, bref. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Quand on a, je ne sais pas si on a déjà défini le peuple, mais j'ai déjà eu des débats sur le peuple, et effectivement, moi je refuse cette notion, cette essentialisation, cette notion, cette espèce d'anthropomorphisme du peuple. Le peuple devient une personne. Non. Le peuple devient une personne, et alors, c'est effectivement facile après de décliner dans des opérations de lynchage. Le peuple, c'est une foule qui se déchaîne et qui va pendre en haut d'un chêne, etc. Bon, non, voilà, ce sont les exceptions mauvaises, enfin, ce sont des exceptions fausses, erronées du peuple. Le peuple, tout se comprend beaucoup mieux si on dit que le peuple, c'est une somme arithmétique. Voilà. Et que ça n'est pas une entité qui a une pensée à lui, il a rien, le peuple. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il n'a pas de tête. Et du coup, si alors, on peut avoir une autre idée du peuple, dire le peuple c'est d'accord. Mais à ce moment-là, là vous avez un problème. Si vous dites le peuple c'est une espèce de personne, on a un problème avec le populisme parce que à partir du moment où le peuple c'est la troisième personne, on a la personne physique, on a parlé de la personne morale pour faire des sociétés, puis il y a le peuple, c'est une personne collective. Là, on a des problèmes. Si on considère que le peuple est une personne collective, on anthropomorphise le peuple, eh bien, après, avec le populisme, forcément, le populisme, ça va être cette espèce d'hydre multidimensionnel, mais unicéphale, qui va avoir une idéologie. Alors, ça, c'est effectivement, le danger, et c'est une acception que je conteste. Et je préconise qu'on entende par peuple la somme arithmétique. La population, si tu veux, on met un synonyme. Voilà, synonyme. Le peuple, c'est rien, le peuple. C'est rien du tout. Voilà. Bon. Ce qui est quelque chose, c'est le système politique. C'est-à-dire, si on dit le système politique, c'est les lois sont faites par l'ensemble de la population assemblée qui vote la majorité. Bon, voilà, ça c'est un système politique qui crée une façon d'installer un pouvoir. Hein. Et je pense que la difficulté vient de là. La difficulté vient de chaque fois qu'on met dans le peuple une notion d'entité, de personne,
on va avoir un problème avec le populisme. Si on enlève au peuple cette personnalité, hein, de Dieu, peuple, du coup, on peut réhabiliter le populisme. Alors, on ne va pas refaire le débat sur le peuple. Je propose, Jean-Charles, tu termines et puis je pense qu'on… Je termine, mais Christian va forcément vouloir rebondir parce que pour moi, ce qu'il vient de parler, ce dont il vient de parler, c'est comment administrer une termitière. Voilà, le peuple, ce n'est pas donc c'est une somme arithmétique. La terminologie pour moi, la somme arithmétique des individus, c'est une population, ce n'est pas un peuple parce que le peuple a autre chose. Mais enfin bon, c'est pas grave. On se comprend et on va se comprendre pour la discussion. Mais voilà, on est face à une description où si le peuple n'est pas essentialisé. La solution, c'est de le regarder comme une termitière avec ces individus additionnés et qui ont les uns et les autres quelques fonctionnalités qui les différencient quelque peu. Voilà, et ensuite, le but, c'est… ensuite, la prolongation de ce que vient de dire Christian, mais je m'appuie sur ce que dit Christian parce que c'est intéressant. Voilà, c'est donc ce système politique qui rationaliserait ou qui emporterait d'une certaine façon la stature complète, la globalité de cette termitière. Voilà, pour moi, on est dans un débat chaud bouillant, irrésolu, paradoxal, dont on n'arrivera pas à se sortir comme ça de façon facile au cours juste d'une telle discussion. Mais enfin voilà, les problématiques sont bien posées, je trouve. Voilà. Très bien. Bon, moi, je propose qu'on en reste là pour le populisme.